quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans les déclics ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un déclic aussi. Vous écoutez On joue-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 10, les jeux de société en 2022. On en parle? Salut tout le monde, bienvenue au 10e épisode de la deuxième saison de On joue-tu. On se retrouve aujourd'hui, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Cannes. Comment ça va, David? Eh bien écoute, salut Mathieu, je vais bien, je t'avoue que je vais plutôt pas mal du tout. C'est vrai que là j'étais en train de réfléchir, on sait pas... Ah oui, on s'est vu, on a fait le dilemme du roi la semaine dernière. Ouais, mais je voulais dire sur le podcast. Ah oui, sur le podcast, effectivement. Dans les oreilles des auditeurs. Ouais, on aurait dû, hein. On aurait dû enregistrer notre fameux épisode tous les trois solo, mais on l'a repoussé pour une énième fois à Encore une fois. la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, non? Oui, semaine prochaine, Voilà. exact. Après, peut-être qu'on va l'enregistrer la semaine prochaine, mais qu'on va pas le diffuser la semaine prochaine. Enfin, on peut tout se permettre avec cet épisode, cet épisode fantôme un peu qu'on aurait dû enregistrer déjà l'année dernière. C'est notre monstre du Loch Ness comme ça. C'est exactement ça, ouais. Donc, moi, j'ai vu passer sur le Discord que toi, t'étais chez un de nos confrères de la communauté On joue-tu hier. C'est juste ça? Exactement, j'étais chez Fred D, parce qu'on a deux Fred, hein, dans la communauté, exactement. Ouais, j'étais chez lui, j'habite pas loin, une vingtaine de minutes, donc il m'avait invité. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on essayait de trouver une date pour se voir, et j'ai été très bien accueilli par sa conjointe Vivi et lui, donc c'était vraiment chouette. On a passé une belle soirée, ils m'ont fait découvrir enfin le jeu Orléans, donc ça fait longtemps qu'il est sur ma liste de jeux que je souhaite acquérir, et là c'était vraiment l'occasion de le faire ensemble, donc j'ai passé un très très bon moment. C'est vraiment un super jeu. J'ai failli changer un peu mon programme de ce podcast en disant tiens, je vais le mettre dans le jeu de la semaine, je vais le mettre dans mon top 5, etc. Finalement, j'ai pas voulu tout chambouler, mais si tu as quelques secondes, j'en parle volontiers dans cette introduction, comme ça elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais vas-y, voilà, je te remercie. Donc déjà, ce jeu, c'est marrant, c'est les mêmes éditeurs que les Châteaux de Bourgogne, et on retrouve, alors tu me diras que c'est peut-être pas un super point positif, mais on retrouve un peu ce style vraiment un peu austère à des jeux à l'allemande. Et puis il y a ce côté backbuilding qu'on a dans Les Charlatans de Belcastel, et là on retrouve de nouveau ce petit sac. Donc j'avoue que assez régulièrement quand même dans ces jeux de tirage, la chance n'est pas toujours avec moi. Alors forcément hier, je me plaignais parce que je me disais mais où est cet ouvrier noir? Enfin je sais plus si c'est un ouvrier, mais il y a des personnages que l'on peut acquérir tout au long de la partie pour les rajouter dans notre sac, hein, comme les ingrédients dans les charlatans pour la potion. Et puis forcément, j'avais besoin de cette couleur noire que je ne tirais pas, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils sont où ces personnages noirs? Je vide le sac et ils n'étaient pas dedans parce que j'avais tout simplement oublié de les prendre. Donc non seulement je me suis pris une belle branlée au niveau du score, j'ai fini beau dernier, mais... Alors, ça n'aurait pas sauvé ma partie, hein. Ils avaient plus l'habitude que moi de jouer à ce jeu, mais c'est vraiment un super jeu. Après, je sais qu'il y a des extensions, il y a l'extension Invasion qui rajoute un mode solo, un mode collaboratif que Fred avait. D'ailleurs, j'ai été assez impressionné de voir tous les jeux qu'il avait dans son salon, et il m'a dit qu'il y en a encore dans la chambre que je n'ai pas vu. Donc, c'est très impressionnant. Ah ouais. Fred... Tu nous écoutes très certainement. Je tiens à te dire que tous ceux qui sont encore sous cellophane, c'est pas bien. Enlève au moins les cellophanes pour donner l'impression que tu y as joué. Donc voilà, moi des fois ça me rassure de voir qu'il y en a qui craquent encore plus souvent que moi, mais il a une super ludothèque, et ça sera un plaisir. Il y a une plus grosse ludothèque que toi.
Parce qu'il Alors, me semble que toi, t'en as déjà pas mal. Ouais, je lui ai pas demandé combien il en avait, mais à mon avis, oui, à mon avis, il en a plus que moi, en tout cas dans les grosses boîtes, parce que moi j'ai aussi pas mal de petites boîtes, de petits jeux, donc ça monte vite dans le nombre, hein, je sais plus, à 200, 250, un truc comme ça. Mais c'est vrai que quand on les voit alignés, c'est comme Benji, quand il était venu, il m'avait dit, mais ils sont vraiment tous là tes jeux? Et puis je lui ai dit, oui, mais ils sont assez en fait... Compact. Ouais, non, ils sont pas tous mis justement au même endroit. C'est une jolie ligne un peu en bas de salle. Tu verras le jour où tu viendras, tu viendras chez moi. Et puis, il y en a aussi dans des tiroirs, parce que c'est les petites boîtes, genre Conspiracy, Codex Naturalix, etc., etc. Donc voilà, c'était une belle soirée, un très bon jeu Orléans, donc ça confirme que je vais l'acheter et que je ne vais pas tarder à l'acheter parce que je sens qu'il aura du succès. C'est vraiment un jeu, alors c'est quand même moins familial que les charlatans de Belcastel pour le type justement de jeu backbuilding. Le backbuilding, Mais alors certes, voilà, pour certains, on va le mettre dans du familial plus initié, voilà. Pour ceux qui aiment un peu cette catégorisation. Mais c'est de loin pas un jeu expert, donc il reste très accessible, même s'il y a pas mal de matériel, pas mal de choses. Mais voilà, un jeu que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Orléans, très bon jeu. En parlant de notre magnifique communauté On Joue-Tu sur Discord, moi aussi j'ai eu la visite hier d'un de nos confrères de On Joue-Tu. Cette fois-ci c'était Vanny. Qui est de Bulle, qui est venu me prêter, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ça fait peut-être, je me souviens même plus si c'est cette saison-ci ou la dernière, j'avais parlé d'un jeu qui se trouve que aux États-Unis, qui s'appelle Obsession. C'est un jeu que tous les youtubeurs anglophones avaient trouvé, et puis tout le monde en parlait. Ben lui, Vanny, a trouvé une boîte aux États-Unis, puis il l'a fait venir, et puis il a joué, puis il a dit, mon Dieu, il est incroyable ce jeu, donc il me l'a prêté. Donc je suis très reconnaissant de ce qu'il a fait. En plus de ça, il a aussi trouvé, je vous ai souvent parlé du jeu Awkward Guests, ben lui, il a réussi à trouver plusieurs boîtes, il y en a peut-être 8 en magasin maintenant, donc en français, qui s'appelle Invité à éviter. Donc ça, j'ai aussi acheté une boîte. Donc c'est un jeu que je t'avais parlé, David, puis que toi tu disais qu'il t'intéressait, ben là on va pouvoir l'essayer vu que je l'ai en français. Exactement, donc tu avais dit que c'était un peu une sorte de Cluedo, Cluedo, voilà, Cluedo un peu plus joueur, donc oui, bien sûr. Moi, je suis de toute façon, c'est comme j'ai dit aussi hier à Fred, moi je suis prêt à tester tout type de jeu, si on arrive à trouver des dates, c'est toujours ça. Toujours c'est vrai partant. avec le nombre de fois qu'on se dit qu'il faut tester des jeux, j'ai l'impression que ça fait que agrandir, puis le nombre de fois qu'on se voit, ils font que diminuer, donc... Ouais, c'est pas forcément le nombre de fois qu'on dit qu'il faut tester, mais c'est aussi le nombre de jeux qu'on aimerait tester. Et c'est ça le principal problème, parce que si on se rappelait tout le temps qu'il faudrait tester mais un jeu, ça irait. Mais là, on les met sur ou sous la pile, mais la pile, elle commence à être vraiment haute, surtout que à chaque fois qu'on se voit, ces temps, c'est plutôt pour jouer au dilemme du roi, hein, parce qu'on a continué, ça, mais je pense qu'on va en parler dans la suite, dans la suite du podcast. Oui, pour revenir donc sur le Patreon, là, avec le Discord, hein, là, si j'ai bien compté, on est maintenant près de 25 personnes. Donc, ça commence à être une très jolie communauté. Il faut signaler, je crois que tu en as déjà parlé, hein, mais il y a cette boîte ambulante, donc la boîte de Seven Wonders Duel, qui a démarré donc son tour du monde francophone en passant de main à main des membres du Discord. Et hier, Fred a profité de ma venue pour le remettre. Donc voilà, si j'arrive, je vais tâcher de faire une partie rapidement aujourd'hui, vu que Benji vient ce soir chez moi pour continuer Clank Legacy, comme ça je pourrais lui filer comme ça en douce sans avoir besoin d'aller à la poste. Mais sinon, je l'enverrai avec plaisir à un prochain Joutus. Ouais, et puis c'est un concept qui est assez cool, puis en fait, ça nous a fait rendre compte qu'il y a beaucoup de Suisses dans notre communauté, donc c'est aussi, des fois on s'organise des soirées jeux, des choses comme ça, donc bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un tour sur la page Patreon. En tout, on est 31 personnes, dont 25 sur le Discord, donc merci à tout le monde qui soutient la chaîne, ça aide énormément, donc pour les micros et tout, donc... Merci à vous. Merci. Maintenant, pour terminer notre introduction, on va faire un petit retour sur l'épisode
de la semaine dernière, mais pas celui avec... il y a 2 semaines, avec Benji, quand on avait parlé de les différents niveaux d'expertise dans les jeux. Parce que c'est la dernière fois qu'on vous avait posé une question de la semaine, et vu que j'avais nos invités la semaine dernière, donc de les recettes ludiques, on n'a pas parlé de vos réponses. Donc, on va y revenir aujourd'hui. J'en ai sélectionné 3, encore une fois en espérant de pas trop redoubler sur les mêmes personnes, j'essaie de pas faire du favoritisme, mais j'ai donc, la première réponse nous vient de Rachel LGDA sur YouTube. Je vous rappelle la question, c'était combien de catégories de jeux devrait-il y avoir à l'As d'or? Donc, elle nous dit « Merci pour ce nouvel opus, bravo à l'équipe. Je trouve que le classement de l'As d'or, j'allais dire de l'âge d'or, de l'As d'or en 4 catégories est plutôt pertinente. La catégorie initiée nouvellement introduite comble le grand écart qu'il y avait entre les jeux familiaux et les jeux experts. Rajouter d'autres catégories complexifierait, trop la chose à mon avis. Cela reste lisible pour le grand public et cela évite des discussions sans fin sur les différents critères à prendre en compte pour les classer. » Donc, merci beaucoup, Rachel. Ensuite, on a Kevin Lagarde sur Facebook qui nous dit « Selon moi, une nouvelle catégorie jeux à 2 serait intéressante au regard de la montée en puissance de ce segment sur ces dernières années. » Et puis pour finir, on a La Flèche sur YouTube qui dit « Merci à vous deux pour cet excellent épisode. Pour répondre à la question, personnellement, je crois qu'on doit ajouter aux catégories de l'As d'or une catégorie Expert Plus. Pour différencier un jeu expert et un jeu expert plus, il suffit d'expliquer les règles à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. S'il est encore devant toi lorsque tu as complété l'explication, c'est un jeu expert. S'il s'est sauvé après seulement 30 minutes, c'est un jeu expert plus. Donc ça, c'était un peu dit à la blague, mais donc lui était d'accord avec moi, catégorie expert plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, David? Tu veux rebondir sur les réponses? Oui, alors déjà, pour l'expert ou expert plus, ça dépend aussi de qui explique les règles. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir, même avec un jeu initié, voire familial. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que ces 4 catégories me conviennent. Le jeu à 2, je comprends bien. En plus, Benji avait mentionné que j'en avais parlé. C'est vrai que j'avais dit que pour qu'un jeu à 2 gagne, il faudrait qu'il ait sa catégorie. Maintenant, parce qu'il ne gagne jamais. Maintenant, j'estime qu'on n'a pas besoin de rajouter cette catégorie-là, parce que ça voudrait dire qu'un jeu à 2 ne pourrait peut-être pas gagner l'As d'or, ni l'initié, ni l'expert. Parce qu'on le sortirait puis on lui créerait une catégorie. Donc après, il faudrait mettre des jeux solo, donc ça va trop complexifier. Expert plus, de nouveau, est-ce que finalement l'As d'or ne doit pas rester quand même quelque chose d'accessible, Ils sont toujours restés sur des jeux accessibles, des jeux présents en boutique. Je pense que l'expert plus est représenté par le diamant d'or et pour moi ça me convient tout à fait parce qu'après ils se marcheraient dessus entre eux. Donc moi je trouve qu'on est bien avec ces quatre catégories et puis il ne faut pas non plus trop se perdre dans l'ajout de catégories. Il y a aussi il y a des prix, certains avaient dit il faudrait peut-être aussi récompenser ceux qui travaillent sur les jeux et pas forcément que l'auteur est l'éditeur, mais les illustrateurs, ceux qui font d'autres activités et qui sont un peu plus peut-être dans l'ombre, comme on le verrait à la Palme à Cannes, où on propose le meilleur cadrage, meilleure image, meilleure photo, enfin je connais pas toutes les catégories, mais là il y a les boutiques ludiques, c'est un regroupement de boutiques qui eux décernent justement des prix, mais en allant sur d'autres spécificités, donc prix de l'auteur de l'année, prix du travail d'illustration, prix du travail éditorial, et là je trouve que c'est assez intéressant, c'est beaucoup moins grand public, mais eux, c'est un aspect qui est important pour eux en tant que ludicaires, donc ils remettent ces prix-là, et ça je trouve assez intéressant. Il faut que l'As d'or reste quand même quelque chose de grand public, ça doit porter accessible, jeu, puis ça doit porter le jeu de société au-delà de nous joueurs, donc il faut intéresser les médias, il faut intéresser le grand public, et donc je pense que les jeux doivent rester ce qu'ils sont au niveau des catégories. Donc restons comme ça, jouons aux jeux qui nous font plaisir, regardons les autres prix parce que finalement il y en a un petit peu partout. Si on veut avoir des recommandations, je pense qu'aujourd'hui on ne manque pas de sources, entre les réseaux sociaux, YouTube, les podcasts, les prix en tout genre. Donc pour moi on peut rester avec ces 4 catégories, ça me convient tout à fait.
Merci à tout le monde qui a répondu à la question. Encore une fois, il y a eu beaucoup de réponses. Si ça fait plusieurs fois que vous commentez, vous mettez des réponses, puis que je lis pas vos réponses, vous pouvez mettre un petit commentaire du genre « Hey, ça fait 6 fois, puis tu m'ignores, qu'est-ce qui se passe? » Comme ça, on peut lire votre commentaire la prochaine fois. Exactement. On va passer maintenant... Harcelez-le. Vous allez le trouver un petit peu partout. N'hésitez pas. Moi, je me permets juste un tout petit retour sur le mini-zode, là, le dernier avec Benji 2, hein, parce que voilà, il y a Benji 2. Un second Benji. Moi, il y a pas de David encore, c'est étonnant parce que souvent les David, mais on appelle moins maintenant David, hein, c'était peut-être plus de mon temps, donc voilà, les gens sont plus jeunes aujourd'hui sur notre Discord, exactement. Non, juste un petit retour sur 2 jeux qu'il a mentionnés dans son top, que sont Skull King et Res Arcana, parce que c'est vrai que Skull King, moi c'est un jeu que j'adore, que je joue très régulièrement avec un groupe d'amis, donc il en a parlé, et c'est vrai que c'est vraiment un super jeu qui reste quand même très accessible pour un peu tout type de joueurs. Moi, j'y avais joué avec mes parents, ils n'avaient pas eu de problème, parce qu'il a dit qu'il était quand même assez joueur, quoi, qu'il y avait certaines règles, mais très franchement, il s'apprend très vite, donc je recommande. Ouais. Et en plus, ils viennent de sortir, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais ils viennent de sortir une nouvelle édition. Comment est-ce qu'ils l'ont appelée? Ils l'ont appelée la Skull King Original et Legendary Expansion. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois qu'il y a des cartes en plus. Est-ce que ça va pas complexifier? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le super jeu Skull King, jeu de cartes, jeu de plis avec des règles un peu spécifiques où on va miser sur le nombre de plis qu'on s'apprête à faire. Il y a plusieurs jeux qui joue sur cette mécanique-là, mais le Skull King le fait à merveille. Et puis le second jeu, c'était Res Arcana. Tu disais que tu n'y avais pas joué, que tu avais envie d'y jouer. Moi, j'aimerais bien y jouer aussi en vrai. J'y ai joué sur Board Game Arena. Exactement. C'est un bon jeu, mais je comprends qu'il soit difficile à sortir, et c'est aussi pour ça que je ne vais pas forcément l'acheter. La thématique, il y a beaucoup quand même de petites règles, c'est pas si compliqué. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est un jeu assez complexe à jouer, je pense, quand on le découvre. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de joueurs réguliers autour de moi pour ce type de jeu. Donc très bon jeu, mais c'est vrai que peut-être un poil trop complexe pour rentrer dans une catégorie initiée dont on parlait tout à l'heure. Et je pense qu'il y a d'autres jeux plus accessibles dans le genre à sortir, mais ça reste aussi un super jeu. Donc si l'occasion se présente, testons-le. On verra ça peut-être à notre week-end. On joue-tu, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup trop de jeux présents et qu'on ne pourra pas tout tester, ça c'est certain. Donc maintenant, on va passer à notre premier segment, qui est donc notre jeu de la semaine. Je vais commencer avec mon jeu de la semaine. C'est un jeu que j'ai découvert, c'était à la fin de la semaine dernière. C'est un jeu que je voulais tester depuis longtemps parce que j'en entendais souvent parler dans des bons jeux coopératifs. C'est un jeu qui s'appelle The Loop, donc de Maxime Rambourg et Théo Rivière. C'est un jeu, il avait fait quand même un gros buzz quand il est sorti. C'est un jeu coopératif où on va faire un peu de voyage dans le temps pour aller arrêter un docteur fou. Donc la thématique est assez chouette. Puis déjà, juste une petite anecdote par rapport au jeu, moi j'aime bien quand des jeux se prennent pas trop au sérieux, puis c'est aussi le cas avec ce jeu-ci. On a même à l'intérieur de la boîte, il y a une petite to-do list, donc des choses qu'on peut cocher quand on va les faire dans le jeu. Et il y en a un, c'est par exemple faire une partie en 2050. Donc ça veut dire que si tu joues à ce jeu-là en 2050, tu peux venir cocher. Puis tu sais, c'est des petites absurdités comme ça, puis je trouve ça très cool. Donc chapeau à ceux qui ont tout pensé à ça. Maintenant, quand on parle du jeu, donc si on est dans le coopératif où on va faire des différentes actions pour essayer de arrêter, empêcher ce docteur fou, le jeu se joue autour d'une genre de rondelle avec des différentes époques et on va placer des cubes dans un petit distributeur qui vont les tirer aléatoirement sur une possibilité de 3 cases et on va avoir des petits pouvoirs asymétriques, donc avec les personnages qu'on choisit. Les meeples, il y en a qui sont énormes, sont vraiment des gros bouts de bois que tu places sur le jeu. Je trouve ça aussi assez rigolo.
C'est un jeu que c'est clairement un que je me dis, il faudrait que je fasse plus qu'une partie parce que j'ai eu un peu cet effet de trop devoir me faire expliquer par les autres ce que je devrais faire, ce qui est un peu souvent le cas avec ces jeux coopératifs, parce qu'il y avait moi et ma conjointe Nadia qui jouaient pour la première fois avec un autre couple d'amis que eux le connaissaient très très bien. Donc eux, des fois, ils se parlaient puis ils se disaient des choses que nous, on comprenait pas trop. C'était un peu ouais, mais en fait, il faudrait faire ça. Ouais, il faudrait leur dire de faire ça. Fait que c'est vrai qu'au final, j'ai l'impression de me faire guider. Mais c'est un peu mon gros problème avec les jeux coopératifs, donc c'est pas quelque chose que je suis en train de blâmer The Loop pour ça. C'est certainement un jeu qui m'a intrigué, puis que je me dis, j'aimerais bien le retester. C'est pas un que j'ai tout de suite dit, je vais vite l'ajouter à ma collection, mais j'ai été très content de le tester, et puis je demande que à le réessayer. Mhm. Ouais, ça a l'air d'être un très très bon jeu coopératif. Ça fait un petit moment que j'ai l'œil dessus, j'en ai entendu beaucoup de bien. On parle juste d'une très bonne rejouabilité pour éviter d'avoir l'impression de faire toujours pareil. Ils ont sorti une extension aussi tout dernièrement. Ouais, Fuzilla, Après, ouais, exactement. Après, le problème dont tu parles, bah oui, c'est un problème récurrent de tous ces jeux coopératifs avec ce syndrome un peu du joueur leader, le joueur qui connaît bien le jeu, qui peut-être prend pas assez le temps d'expliquer aux autres, aura tendance parfois aussi à dire ce que l'autre doit faire, et puis c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine frustration chez les joueurs qui découvrent le jeu et qui n'ont peut-être pas assez de place dans la partie. Après, il y a des jeux coopératifs où on ne peut pas non plus tout se dire, tout échanger. Donc là, le rôle de chacun est plus important. Mais voilà, ça n'enlève pas que The Loop a l'air d'être un très bon jeu. Et je suis content que tu aies pu le tester. C'est pas encore mon cas. Toi, ton jeu de la semaine? Alors moi, mon jeu de la semaine, comme j'ai dit, ça aurait pu ou dû être Orléans. Mais j'avais prévu de vous parler d'un jeu dont on a déjà un petit peu parlé dans nos épisodes de Cannes et qu'on a testé tous les deux. D'ailleurs, c'était, je crois, le premier qu'on a fait. Ou le deuxième, je sais plus. C'est 10. Oui, bien sûr, oui. De Molly Johnson et Robert Melvin. Donc, c'est les auteurs de Salade de points. Un très bon aussi petit jeu de cartes, de combos de cartes. Et également auteur de Verdant. Verdant, tu sais, le jeu que tu as backé, le jeu des plantes vertes. Exactement. Ouais. Donc, ce sont les mêmes auteurs. Donc, édité par Lucky Duck Games. J'y ai rejoué 2 fois ces 10 derniers jours en configuration de 4 et 5 joueurs. J'ai même fait une partie solo, parce qu'il y a un mode solo qui est très sympa. Je dis pas que j'y rejouerai des dizaines de fois en solo, mais voilà, il se sort vite et il se joue bien, même en solo, ce qui est assez rare comme ça pour un jeu de cartes où on a du stop ou encore et des enchères. Donc c'est dire qu'effectivement faire des enchères en mode solo, c'est quand même, ça peut sembler un peu particulier. Juste pour expliquer en 2 mots, sans image, ce qu'est ce jeu 10. Donc il faut vous imaginer d'avoir des cartes numérotées de 1 à 9 de 4 couleurs différentes, mélangées à des cartes représentant de la monnaie. Donc la monnaie est représentée dans ce jeu par des petits pions noirs. J'avais dit d'ailleurs chez Lucky Ducks que je ne comprenais pas trop ces pions. Je trouvais tout est hyper coloré, très beau, et puis il y a ces pions noirs en plastique que je ne trouve vraiment pas beau. Enfin ils auraient peut-être pu trouver autre chose, mais tant pis, ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Donc il y a les cartes numérotées et des cartes monnaie de 1 à 5 mélangées, et puis chacun notre tour, on va jouer, on va faire notre manche et on va tirer une carte du paquet. Donc imaginons que je tire le 6 orange, et là je vais avoir le choix soit de m'arrêter et de prendre cette carte chez moi, soit alors de continuer. Par contre, si je continue et je retire un autre chiffre qui va faire dépasser le total de 10, donc j'ai déjà 6, si je retire par exemple un 5, 6 plus 5 égale 11, et là, bing, je perds mon tour. Les 2 cartes numérotées, je ne peux pas les prendre, et elles vont en fait dans un marché que les joueurs pourront éventuellement acquérir grâce aux pièces monnaie. Les pièces monnaie, les cartes monnaie sont intéressantes parce qu'elles représentent des chiffres négatifs. Donc si je reprends mon exemple du 6 orange que j'ai tiré, si après je tire un 5 en monnaie, eh bien ça va faire 6 moins 5, 1. Donc là, je vais continuer.
à tirer, etc. Seulement, il faut faire attention parce que si on a aussi plus de 10 monnaies, eh bien là aussi, on perd notre tour. Ce qui est super intéressant quand on joue à beaucoup, c'est qu'il faut savoir quand on a tiré plusieurs cartes, des cartes nombres et des cartes monnaie, celui qui s'arrête et qui décide de prendre ces cartes nombres, tous les autres vont pouvoir prendre de la monnaie représentée. Donc ça peut faire vite beaucoup de monnaie autour de la table et 6 monnaies vont servir à acheter alors les cartes qui sont dans le marché dont j'ai parlé avant, mais aussi à enchérir sur des cartes joker, parce que dans cette pile, il y a également des cartes joker, donc par exemple un 5 que l'on pourra mettre dans n'importe quelle couleur, ou alors un vert qui remplacera n'importe quel chiffre dans les cartes vertes. Et dès qu'il y a une carte comme ça qui est retournée, il y a des enchères, donc on fait un tour d'enchères, et puis eh bien, celui qui donne le plus en monnaie, alors on peut aussi utiliser des cartes pour rajouter, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails, eh bien remporte cette carte-là. Et le but, à la fin, c'est d'avoir des séries de chiffres les plus longues possibles dans toutes les couleurs. Donc si vous arrivez à avoir 5 cartes qui se suivent dans les oranges, vous marquez 5 points. Si vous en avez 7 dans les verts, vous marquez encore 7 points. Et si vous arrivez à avoir les 9 cartes dans une couleur, donc qui peuvent comprendre des cartes joker, eh bien il y a un petit bonus de 1, donc vous marquerez 10 points. Et on additionne simplement ces 4 chiffres, donc les 4 séries les plus longues, et c'est celui qui marque le plus de points, bien entendu, qui gagne. Et voilà, j'ai trouvé très sympa. Quand on est beaucoup, il y a ces phases d'enchères où on va pas mal quand même se surenchérir parmi. On arrivera moins facilement à faire des longues suites dans toutes les couleurs. On devra parfois sacrifier un peu une couleur pour pouvoir aller plus loin dans une autre. Donc voilà, un très bon jeu de cartes où on rajoute ces éléments de stop ou encore que j'aime beaucoup. Et les enchères aussi qui passent très très bien, qui sont rapides dans ce jeu. Donc un très bon jeu que j'apprécie de ressortir. Petite boîte, jeu rapidement sorti, assez facile à comprendre. Donc voilà, 10 DIX de chez Lucky Duck. Ça, c'en est un que tu as testé avec tes enfants ou tu penses que c'est trop... Non, j'ai pas testé avec mes enfants. Je pourrais peut-être essayer avec la plus grande, pourquoi pas. Mais non, on n'était que entre adultes consentants. Ouais, c'est un que je pense que je vais ajouter aussi à ma collection parce que quand on avait joué à Cannes, je l'avais bien aimé. Donc, ouais, très bon jeu. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment qui est la thématique de la semaine. Et puis, David, il m'a proposé qu'on fasse un premier retour déjà sur l'année 2022 parce qu'il y a quand même eu des belles choses qui nous sont arrivées en termes de joueurs, c'est-à-dire, le Festival de Cannes, on a commencé à avoir des invités sur le podcast. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voulait faire un petit retour là-dessus. Peut-être aussi vous lancer des statistiques, vu que moi, j'adore faire des feuilles Excel. Oui, je sais, je suis fou. Mais voilà. Donc, tu veux qu'on parle de quoi en premier? De Cannes, justement? Oui, c'est vrai que Cannes, on l'a déjà abordé en long, en large et en travers dans ce podcast, mais c'est vrai que ce premier trimestre a été bien chargé ludiquement parlant, et là, c'était un des grands moments pour toi et moi, parce que c'était notre premier festival de Cannes, on a assisté à remise des As d'Or, donc voilà, on y était. On pourra dire j'y étais. Bien entendu que ce sera sans doute pas le dernier festival de Cannes que l'on va faire, mais voilà, c'était un bon moment pour nous, et on joue-tu aussi avec l'enregistrement des épisodes en fin de journée. Et puis ça aussi, on en a déjà pas mal parlé, mais il y a eu le premier invité qui est venu dans le studio, parce que le premier invité, c'était Professeur Board Game, mais qui l'a fait depuis chez lui, voilà, à distance, alors que Sébastien Pochon est venu dans le studio pour passer une belle soirée. Et ensuite, on avait enchaîné quelques jours ou semaines plus tard avec un premier test de prototype assez poussé chez lui, où pendant toute une soirée, on vous en a aussi déjà parlé, on a testé. Et puis tout bientôt, dans 2 semaines, on va retourner chez Sébastien pour tester cette fois la V2
de son jeu Ispahan, donc son premier ou tout premier jeu, dont il n'a jamais été satisfait de l'édition. Hein. Il nous l'a dit, il a jamais aimé comment ce jeu a été édité, et ça a toujours été j'ai senti une petite frustration, et c'est pour ça qu'il l'a retravaillé, et il réfléchit à se lancer dans une nouvelle édition de ce jeu Ispahan. J'ai eu l'occasion de le tester une fois sur Board Game Arena parce qu'il est en mode alpha, mais il a dit qu'il ne devrait même pas y être parce qu'il n'y a eu aucune discussion de droit. Ça fait très longtemps qu'il est en mode alpha et qu'il ne sortira. Donc il va rester en doute. alpha. Voilà, exactement. À moins qu'après, avec cette nouvelle version, il sorte également une version sur BGA. Mais voilà, moi en tout cas, je me réjouis parce que j'ai apprécié le concept de ce jeu. Je pense qu'il va ramener un peu de modernité là-dedans. Donc je me réjouis de voir comment il va réexploiter cette mécanique. Et on aura l'occasion de vous en reparler dans les prochaines semaines, après notre soirée test du prototype Ispahan, le retour. Ouais. Non, c'est vrai que ça amener une nouvelle dynamique, le fait d'avoir un invité en studio. Moi, en tout cas, ça a été un de mes moments préférés depuis que je fais cette chaîne et tout, parce que c'est vrai que de voir quelqu'un qui nous parle du milieu, puis de vraiment... Après, oui, vous en avez entendu la majorité sur l'épisode, mais aussi pendant qu'on soupait, les conversations qu'on a eues, c'est vraiment... Bon, je l'ai déjà raconté cette histoire, mais quand Nadia disait que pour nous, on était comme... pour moi puis Benji, on était un peu comme si on rencontrait une vedette, puis les yeux avec des étoiles, mais voilà. Pour nous, c'est toujours plaisant de rencontrer des gens dans le milieu qui savent de quoi ils parlent. Donc ça a été super intéressant. Puis on essaie de trouver des façons d'avoir d'autres invités en studio, mais c'est pas toujours facile. Si on était en France, ça serait sûrement beaucoup plus simple. Mais en Suisse, on fait avec ce qu'on a, puis avec ce qui passe par le lac Léman. Oui, puis ce qu'il y a aussi, c'est que on travaille, hein, tous les trois, on travaille. Les auteurs, éditeurs et autres travaillent aussi, comme tu dis, ils sont pas forcément tout prêts. Donc après, il faut quand même prendre des contacts, trouver des dates, parce que c'est sympa aussi s'ils sont présents, de faire à distance, c'est cool aussi. Mais si on arrive à garder en tout cas certains noms qu'on aimerait avoir, si on arrive, même si ça va demander plusieurs mois, de réussir à les rencontrer et à faire un enregistrement, que ce soit chez toi ou ailleurs, mais dans un même local, je pense que ça vaut la peine aussi d'attendre et puis de faire une chouette rencontre avec ces acteurs du milieu ludique francophone. Et bien entendu, des épisodes comme avec les recettes ludiques, c'est aussi très fun. Donc il faut trouver un peu cet équilibre entre ces genres d'épisodes, et on aura sans doute de nouveaux invités ces prochains épises ou prochaine saison, on verra. D'ailleurs, on verra quand est-ce qu'on arrête aussi la saison. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est une année? Enfin, voilà, ça change pas grand-chose finalement à notre rythme d'enregistrement. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est des petits détails qu'on doit régler entre nous comme ça. Et puis si on parle un peu de chiffres, là. Oui. Toi, tu m'as dit que t'as calculé toutes les parties que t'as fait depuis le début de cette année. T'es à combien? Alors, des parties autour d'une vraie table et non pas une table virtuelle, j'ai regardé tout à l'heure et j'en ai très exactement 120 de 60 jeux différents. Donc là, c'est pas mal. C'est un beau chiffre comme ça. Donc, t'en as plus que moi. Ah, j'en ai plus que toi. Bah écoute. Ouais, mais ça se ressemble. Hein. Moi, j'ai 102 de 50 jeux différents. Donc, je pense que c'est vrai que on allait avoir des chiffres assez semblables parce que je pense que notre mois de février c'est assez ressemblé avec le fait qu'on est allé à Cannes. Exactement. Mais c'est vrai que... Ouais. Et moi j'ai sans doute aussi un petit peu plus de petits jeux, que je sors avec mes filles et qui me permet d'augmenter le nombre de parties. Et c'est vrai qu'il y a des petits jeux, ça compte comme une partie de Bitoku par exemple que tu as fait avec Benji. Moi pendant votre partie de Bitoku, j'ai pu en faire 5 ou 6 autres sans aucun problème. Donc voilà, mais c'est vrai que ça reste un rythme assez soutenu, même si j'aimerais jouer beaucoup plus que je ne le joue. Souvent dans le courant d'une journée, je me dis allez ce soir on joue, je dis à mon épouse allez on se fait une partie jeu, ça nous évitera de
de verser sur le canapé comme on le fait très régulièrement. Et puis souvent le soir arrive, on couche les filles, puis après en fait on n'a qu'une envie, c'est de s'affaler sur sur le canapé. Donc des fois c'est un peu frustrant, mais voilà, hier il y a eu Fred, ce soir il y a Benji qui vient avec Karine, une amie de mon épouse, pour qu'on continue Clank Legacy. Là je vais partir ce week-end à Paris avec deux potes à moi, quand on sera 5, mais on va faire le voyage à 3. Donc je sais déjà que dans le train, on va pouvoir bien profiter à faire aussi des petits jeux. Donc voilà, cette semaine sera bien remplie en partie, donc c'est top. Et puis il y a BGA là. Ouais, ben, c'est vrai que moi... Ouais, en plus, puis là, on va même pas comparer les statistiques, parce que moi, c'est vrai que je joue presque... Maintenant, mon seul temps que je suis sur BGA, c'est quand on fait les tournois avec le groupe Discord, mais c'est vrai que moi, je joue plus vraiment beaucoup sur BGA. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que depuis le début de cette année, j'ai quand même un rythme moins soutenu que l'année dernière, puis je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que dans ces derniers mois... mes deux groupes avec qui je joue le plus, on est les deux dans des campagnes, ce qui fait que ça diversifie pas beaucoup mes jeux. J'aime bien faire des campagnes, mais c'est vrai que là, maintenant, j'ai l'impression que ma pile de la honte, elle fait que grandir, puis ma wishlist aussi. Donc, ça m'intimide de plus en plus. Là, tu vois, il y a Vanny qui me prête Obsession, là j'ai vraiment envie de le tester, mais en plus de tout ça, c'est vrai que ces temps-ci, mon épouse est pas à fond à vouloir jouer à tous les jours, donc c'est vraiment difficile, puis quand on a le temps de jouer à des parties, c'est plutôt des jeux qu'elle connaît déjà, donc c'est vrai que j'ai presque hâte d'avoir fini le dilemme du roi pour qu'on puisse passer à autre chose, puis voir, je pense qu'on va prendre une bonne pause avant de recommencer une autre campagne, puis de vraiment essayer de tester tous ces différents jeux qu'on a accumulés depuis les 2-3 derniers mois. Mm-hmm. C'est vrai qu'après la dernière fois qu'on a joué à Dilemme du Roi, on a réussi à se faire une petite partie de Millefiori, puis de jouer avec Benji. Ouais, c'était chaud, hein. On a presque dû un peu lutter, hein, mais c'est vrai qu'Hugo et Benji voulaient enchaîner une 4e partie. Puis ils ont compris en regardant nos têtes qu'il valait mieux changer de jeu. Et je pense que j'ai vu que j'avais un allié pour jouer à Millefiori, donc j'ai un peu poussé vu que je savais que toi aussi tu voulais, donc. Exactement. Puis c'est vrai que là, je fatiguais un peu du dilemme du roi. Je pense que c'est le bon moment pour en parler, vu qu'on a un petit peu déjà parlé lors de l'introduction. C'est vrai que, alors, moi, j'aime toujours beaucoup le concept et la mécanique du jeu, mais je le trouve moins épique, en fait, que ce que j'imaginais. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de retournements de situation, une histoire assez forte. Dans laquelle on évoluerait. Finalement, il y a plein de petites histoires, mais qui personnellement, t'en as aussi un peu parlé sur le Discord, moi je me perds un peu, c'est-à-dire que c'est des petites histoires, mais qui ne sont pas non plus des trucs où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, où on en est, qui a fait ci, qui a fait ça. Puis finalement, vu qu'on doit toujours voter pour décider un peu de la suite, de dire oui on est pour ou non on est contre, on vote la plupart du temps toujours en fonction de ce qui va nous faire gagner des points ou ce qui nous arrange. Dans l'immédiat, ouais. Dans l'immédiat, et pas du tout lié à l'histoire. C'est-à-dire que même si on a envie peut-être d'amener l'histoire plus vers la gauche, on va voter pour que ça parte à droite, parce que nous, il faut vraiment que ça parte à droite pour qu'on puisse avancer dans le bon sens pour la famille qu'on représente. Donc c'est vrai que une petite frustration par rapport à ça, par rapport à l'histoire. Maintenant, on est encore assez loin d'avoir fini, hein, même si on a dû passer la moitié à voir un peu les statistiques. On sait pas exactement. On sait pas exactement combien de parties il nous reste, et on ne sait pas exactement encore où tout cela va nous mener. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle expérience. J'avoue, pour moi, c'est quelque chose qui me frustre quand même un peu de... Tu sais, je veux dire, comme tu parlais avant de Clank Legacy, moi, la majorité des fois, quand j'ai fait des Legacy ou des jeux de campagne, tu le savais, exemple, il y a 8 ou 10 scénarios. Mais là, maintenant, avec celui-ci, le fait qu'on ne sait pas quand ça va finir, au début, je trouvais ça cool, mais maintenant, je trouve que c'est un peu frustrant parce que, justement, comme l'autre soir, on se dit, on aurait le temps de faire une autre partie, mais est-ce que c'est la dernière? Est-ce que ce l'est pas? Si c'est la dernière, je peux tenir pour dire, OK, on le finit, mais si on est à moitié, je préfère arrêter. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas très fan. Puis on en a parlé l'autre jour autour de la table, parce que c'est vrai que moi je pense que de nous quatre, c'est moi qui ai le plus de peine à vraiment suivre une narrative comme ça. Surtout que
quand on nous introduit l'histoire, on prend toutes les autres cartes de l'histoire puis on les mélange au paquet. Donc les chances que ce soit celui qui suit sont très minces. Donc, mais je pense que avec la suite qu'ils sont en train de préparer, le dilemme de la reine, je pense que on a des chances d'avoir un bien meilleur jeu parce que leur projet était tellement ambitieux que je pense qu'ils se sont juste dit « Ok, on va faire ça, on va voir si ça marche. » Puis maintenant que ça a marché, je pense qu'ils ont vraiment peaufiné, ils ont pris l'avis des gens et puis ils ont peut-être réparé ces petits problèmes-là. Je dis ça sans savoir rien du tout de le dilemme de la reine, mais j'essayais de trouver des comparaisons à ce genre de jeu, de quelque chose qui est un peu tellement sorti de nulle part, que finalement c'est au fur et à mesure qu'on travaille sur le jeu qu'on va le peaufiner. Puis je pense que c'est ça qui va arriver avec le dilemme de la reine. Je me trompe peut-être, mais voilà. Je sais pas à quel point je vais être excité à me relancer dans le dilemme de la reine, si vous me le proposez, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas encore touché le dilemme du roi, je vous dirais peut-être attendez la suite avant de vous lancer dans ce jeu-là. Ouais, bien que on risque d'attendre encore assez longtemps pour le dilemme de la reine. Je sais pas exactement pour quand il est annoncé, mais pour l'instant il y a très très peu d'infos. Il me semble qui ont filtré. Mais je pense comme toi, déjà rien qu'en ayant lu un peu le pitch du dilemme de la reine, tu dis ah ouais, ils ont rajouté des éléments qui ont l'air d'être vraiment cool. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines choses où des fois on se dit il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire en parallèle. On peut miser sur certaines évolutions, un peu certaines choses qui peuvent se produire, mais pour cela, il faut qu'il y ait une carte spécifique qui sorte durant la partie, puis quand on voit la pile de cartes qu'il y a, on a tendance des fois à zapper un peu ces petits jeux, ces actions un peu secondaires, et là je pense aussi qu'il y a peut-être moyen de rendre ces actions secondaires un peu plus importantes et intéressantes, exactement, mais ça laisse pas moins que c'est un jeu très original, qui est vraiment sympa, que j'ai envie d'amener à son terme, et puis après on fera une bonne pause bien méritée, comme tu l'as dit, et peut-être que d'ici 2 ans ou 3 ans, on aura plaisir à se lancer dans le dilemme de la reine quand il sera sorti. Ouais, certainement dans 2 ans, oui, mais je disais pas si, exemple, ça sortait cette année, je serais pas intéressé à le refaire. Ouais, effectivement, il y a d'autres choses à faire, effectivement. Ouais, c'est clair. Je voulais aussi qu'on fasse un petit retour sur Kickstarter. On voulait même reparler d'un épisode complet sur Kickstarter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais déjà, juste voir, est-ce que depuis le début de cette année, tu t'es aussi lancé là-dedans? Est-ce qu'il y a des jeux que tu as vraiment failli backer? Est-ce qu'il y en a que... T'en es où dans ton Kickstarter 2022? Oui, écoute, je me suis dit que j'allais vraiment me calmer, qu'il fallait que je joue déjà que je reçoive tous ceux que j'ai backés l'année passée et que je n'ai pas encore reçus, et puis que j'y joue aussi, idéalement. Mais j'en ai quand même déjà backé 4 cette année. Comme beaucoup d'autres, dont toi, c'est Hearth. Ouais. Voilà. Lui, je l'ai pris. J'ai pris Dice Throne saison 2 avec Adventures. C'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup. J'avais déjà hésité à la saison 1. J'étais finalement un peu passé à côté. Donc là, après en avoir discuté aussi pas mal sur le Discord, je me suis laissé tenter. Donc j'ai pris là le gros pack. J'ai pris la nouvelle version de la Granja. Je sais pas si tu vois de quel jeu il s'agit. Je l'ai vu passer, c'est un ancien jeu, et là ils ont refait toute une nouvelle édition qui a l'air vraiment très très sympa. Il me donnait déjà envie avant, et quand j'ai vu, j'ai pris cette nouvelle édition, et puis j'ai pris alors un autre petit jeu d'ailleurs qui pourrait peut-être bien te plaire. Il s'appelle Hike. C'est un jeu de drafting de cartes, de course, de chiens de traîneau, voilà. Et comme en fait mes filles aiment bien les chiens, elles parlent souvent de chiens. Moi et mon épouse, on ne veut pas de chiens, mais elles aimeraient bien des chiens. Elles adorent les chiens de traîneau. Donc t'achètes des jeux avec des chiens. Dernièrement, nous sommes allés voir des chiens de traîneau. Ce jeu est sorti plus ou moins à ce moment-là. J'ai dit allez, c'est parti. Je vais prendre ce jeu. C'est un jeu qui était très peu cher, mais avec des chouettes illustrations, qui a l'air d'avoir un concept aussi assez fun, jeu de course avec du draft de cartes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Une petite compagnie aussi qui s'appelle Snowboard Games. Voilà, donc finalement là on retrouve un peu le côté Kickstarter, surtout avec Hearth et Hike,
où on est dans des petits éditeurs qui ont peut-être besoin aussi de voir le potentiel de leur jeu pour l'amener après en boutique. Et c'est vrai qu'on est dans une autre catégorie que par exemple Dice Throne, où c'est des grosses boîtes déjà bien implantées qui passent par ces plateformes-là. Donc voilà pour moi. Et toi, t'en es où? Alors je sais que tu as pris Hearth aussi. Est-ce que tu as pris d'autres choses? Alors moi, c'est la seule chose que j'ai backé en 2022. Je me suis vraiment calmé aussi parce que, comme toi tu l'as dit, j'en ai tellement qui sont en attente. Et puis j'ai vraiment l'impression que tous les projets que j'ai backés, ça va un peu n'importe comment. Je veux dire, je regarde en ce moment ma liste. J'ai un jeu que je devais recevoir en septembre 2021, que j'ai toujours pas reçu. Puis ça, c'était le All-In de Dungeon Fighter, donc la nouvelle édition. Puis même, je suis un peu dégoûté parce que en fait, il est déjà partout en boutique maintenant, la deuxième édition. Bon, c'est que la boîte de base, vous me direz. Mais j'ai même Yellow qui m'ont envoyé la semaine dernière une boîte, donc une copie presse pour que j'en fasse une vidéo. Donc, je suis vraiment en train de me dire, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce jeu quand au final, on me l'a donné. Ça, c'est vrai que ça me dégoûte un peu. Puis c'est vrai qu'on n'a pas trop d'idées sur comment ça va arriver. Si je suis chanceux, ça va arriver septembre 2022. Donc moi, encore une fois, je suis pas un pro de Kickstarter, mais je trouve que de devoir attendre une année complète, c'est fou. Puis encore pire que ça, c'est mon Everdell qui devrait arriver en ce moment. Et puis déjà le Starling Games, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais leur communication est horrible. Ils envoient un mail une fois à chaque mois, un update, puis dans l'update, ils sont même pas encore rendus à dire quand est-ce que le Pledge Manager va fermer, ce qui veut dire qu'ils sont pas encore en production. Donc celui-là, ça va être aussi une catastrophe. Les commentaires, vous devriez voir les commentaires, c'est des gens qui sont outragés. Il y en a plein qui disent que la compagnie a fait faillite, puis qu'ils attendent que le prix des cargaisons de la Chine va baisser avant de pouvoir se lancer. Puis pourtant, quand tu regardes les fonds qu'ils ont fait avec cette collection Everdell, qu'on est au-dessus de 5 millions de dollars, hein, donc tu te demandes vraiment ce qui se passe avec cette campagne-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont plus d'infos là-dessus, mais si vous voulez nous le partager, je serais très preneur. Donc c'est vrai que pour moi, je suis un peu dégoûté de Kickstarter. J'ai pas encore eu la boîte qui est arrivée qui m'a fait « Wow! » Tu vois, j'ai eu Pachacuna, on en a parlé, j'ai fait une partie au total, donc je trouve que c'est un jeu qui m'a coûté cher au final. Oui. Wonderful Kingdom, j'ai fait 3-4 parties. C'est un jeu que ma femme, elle a pas du tout accroché, même si elle était vraiment fan de It's a Wonderful World. Puis des jeux à deux, si je peux pas jouer avec elle, c'est rare que j'invite qu'un ami pour faire des jeux à deux, donc j'y joue jamais. Donc au final, j'ai pas beaucoup de succès sur Kickstarter pour le moment, en tout cas. À voir ce qui va arriver avec Frosthaven et puis l'autre que je suis très très excité de recevoir, c'est Darkest Dungeon. À voir, mais si je pense que si ceux-là c'est aussi des déceptions, je pense que je vais un peu laisser tomber Kickstarter. Hein. Ouais, surtout c'est pas comme si on n'avait pas d'autres jeux accessibles en boutique qui sont voilà, qui sont là, qu'on peut acheter, auxquels on peut jouer tout de suite, où alors on n'est pas toujours sûr d'aimer, mais en tout cas on a pas mal de retours qui peuvent nous faire quasiment être sûr que ce sera un jeu qui sera fait pour nous et on aura plaisir à jouer. Et c'est vrai que Kickstarter, moi il y a un petit côté jeu aussi, moi ça me dérange pas après d'attendre ces jeux, je regarde là il y en a au moins une quinzaine que j'aurais dû recevoir, que je n'ai pas reçu. On reçoit des mails avec des photos, ça donne bien envie. Après, je me dis, de toute façon, la plupart de ces jeux, je vais les recevoir et ils vont que s'ajouter sur la pile de la honte. Donc, pour l'instant, je suis pas trop pressé non plus de les recevoir. On va dire que ça, c'est un peu un problème de riche. C'est pour ça que je vais pas me plaindre ici du fait que j'en ai pas reçu. J'en ai reçu quand même j'ai l'impression que les infos, il y a de plus en plus d'infos de jeux qui vont arriver, donc j'ai un peu peur d'en recevoir un peu beaucoup en même temps. J'en avais reçu 3 en décembre. Cette année, pour l'instant, j'en ai reçu qu'un seul, c'est Cactus Town, qui a l'air d'être un jeu... un jeu très sympa. Tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pris ce jeu-là. J'ai lu les règles, je n'ai pas encore joué. Je pense que je vais pouvoir jouer un peu avec toute la famille. Ça a l'air d'être plutôt fun. C'est un jeu de programmation d'action asymétrique pour 2 à 4 joueurs, mais il y a un mode solo dans une extension. Elle avait peut-être été débloquée sur Kickstarter, je ne me rappelle plus. Il y a pas mal de modes de jeu différents, et en fait, ce qui est assez fun, c'est qu'on joue soit un shérif, soit un bandit, un chasseur de primes, ou voire même une danseuse de cancan. Et puis, on a chacun des objectifs
des objectifs différents qui forcément s'entrechoquent, entre guillemets. Donc on a des cartes, on va devoir choisir des cartes qui seront nos actions programmées, et puis on va devoir se déplacer. Donc c'est pas vraiment un plateau de jeu, c'est des cartes qui sont alignées en carré. Je sais plus si c'est du 4x4 ou du 5x5. Et puis on va devoir remplir nos missions, s'affronter avec les autres. Ça a l'air plutôt fun. Ça plairait bien à Benji parce qu'il y a des très belles figurines. Je ne sais pas encore si elles seront vraiment plus utiles que les standees, où j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même un peu mieux les personnages sur les standees en couleur que mes figurines qui resteront sans doute non peintes. Enfin, j'aimerais bien changer parce que c'est un peu triste ces figurines grises, je trouve. Mais voilà, il a l'air fun. Je vais peut-être sans doute pouvoir vous en reparler prochainement parce que j'espère le tester tout prochainement. Maintenant, tu parlais des retards. Là, avec ce qu'ils annoncent en Chine, ils annoncent le retour du Covid, du confinement. Ils sont en train de tout boucler de nouveau à grande échelle parce qu'ils ont eu 5000 cas. Et puis là, c'est un peu l'enfer là-bas. Donc j'ai l'impression que l'excuse du Covid chinois, des problèmes de transport, de l'arrêt de certaines usines, etc., ça va revenir. Donc ça va que reprolonger certains délais de plusieurs mois. Donc on verra. Ouais. Maintenant, il y a quand même des projets qui sont assez intéressants. En tout dernier, Benji en avait déjà parlé, je crois, dans un jeu qui lui faisait de l'œil. C'est Malia. Lands of Legends, de la boîte de jeu, c'est vrai, c'est un jeu d'aventure coopérative dans un monde heroic fantasy qu'ils développent, enfin les développeurs, pas la boîte de jeu directement, mais les créateurs depuis plus de 6 ans. Ils nous promettent de l'exploration, de l'infiltration, des combats, des énigmes avec un très beau matériel, des figurines pour Benji bien entendu. Déjà plus de 1500 contributeurs, 200 000 peut-être même plus, parce que j'ai pris ces chiffres avant-hier, donc ils ont eu un très bon démarrage. Comme souvent la boîte de jeu le fait, c'est un pledge unique. Alors des fois il y a juste la version comme pour... It's a Wonderful Kingdom avec 2 versions, mais finalement il y en avait une qui était intéressante à prendre Kickstarter, sinon autant attendre la sortie boutique. Oui. Mais là c'est quand même un pledge à 140 €. Alors il y a du matériel, je pense que ça justifie, mais déjà si, comme nous on est en Suisse, il va falloir ajouter entre 37 et 49 € de frais de port. Donc je pense que comme ils mettent entre 37 et 49, ce sera sans doute 49. Par là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir encore rajouter des frais de douane qui vont venir s'ajouter. Alors, c'est toujours mieux que d'être en Nouvelle-Calédonie, parce que là, c'est entre 280 et 300 € de frais de port. Donc là, il faut vraiment être motivé, autant prendre le billet d'avion pour venir le chercher, ou je sais pas. Mais bref, il y a quand même, la boîte de jeu donne la possibilité de retirer son jeu dans des boutiques partenaires. Alors, c'est que en France. Nous, en tant que Suisse, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de la frontière. Finalement, où qu'on habite en Suisse, on est assez proche de la frontière française, faut le dire, c'est pas très grand la Suisse, donc c'est vrai qu'on pourrait aller le retirer. Moi personnellement, je pense que je vais passer mon tour, parce que de nouveau, ces gros jeux épiques avec figurines, Heroic Fantasy, ça me donne envie, mais après il faut les sortir, et je sais qu'il y en a d'autres qui attendent d'être sortis, donc je vais le laisser où il est sur Kickstarter, et je m'intéresserai à lui lorsqu'il sortira en boutique, et peut-être que d'ici là Benji l'aura reçu et puis nous l'aura partagé. Donc voilà, je sais pas. Oui, bien sûr. Je sais pas si toi. Je pense qu'il faut plus se servir de Benji puis de tous ses achats compulsifs. Donc. Ouais, mais bon, j'ai l'impression qu'il en fait pas plus que moi, donc voilà. Mais et puis Fred hier. C'est vrai que souvent c'est des plus gros jeux que toi. Oui, c'est vrai que c'est des gros jeux. Moi, il y a un côté. Pas qui me rassure, mais je suis pas trop fan de l'espace. Et c'est vrai qu'il y a énormément de jeux sur Kickstarter sur la thématique de l'espace, des 4X, des gros jeux d'aventure, qui fait souvent un effet wow chez beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que très souvent, moi, je vois ce côté futuriste, espace, vaisseau spatial, et je me dis, ok, ça a l'air sympa, mais non, parce que cette thématique non plus ne plaira pas forcément à mon entourage. Donc au moins, ça me permet aussi un peu de trier. Mais si j'aimais l'espace, si j'étais parfaitement anglophone et que je pouvais aussi me servir des jeux qui n'ont pas de version française,
je prendrais peur et peut-être que je fermerai mon compte Kickstarter pour m'empêcher de commander. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des prix... Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de l'espace, je sais pas si t'as vu, t'as eu la chance d'écouter l'épisode de la semaine dernière avec les recettes ludiques, mais Oui. t'as vu qu'ils m'ont forcé à faire un top 5 sur les jeux dans l'espace, alors que moi aussi, comme toi, je suis vraiment pas fan de cette thématique-là. J'ai vu ça et tu t'en es bien sorti. Alors c'est vrai que certaines, c'était un peu... Tiré par les cheveux, ouais. tiré par les cheveux, mais voilà, c'était des fois plus futuriste que espace. Mais voilà, comme vous l'avez très bien dit, finalement, la Terre est une planète, tout comme Mars. Ben donc au oui. final, tout est un peu espace. Mais ouais, c'était un chouette top 5. Là, je voulais aussi parler un peu des prix Kickstarter. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Western Legends, un jeu que je ne connais pas, qui fait de l'œil à pas mal d'entre nous. Mais là, ils ont sorti, dont toi exactement, ils ont sorti une big box à $60 avec des frais de port de $35 pour la Suisse, 20 pour la France, 40 pour le Canada. Et là, on a de nouveau qu'une boîte avec des très beaux rangements en bois. Mais si on n'a pas le jeu, eh bien, on peut toujours se tourner vers le all-in avec plein de boîtes pour $400 plus les frais de port. Donc, je pense qu'on en aura pour 500 au total une fois qu'on aura tout payé. Et là, ça commence à faire quand même très cher. J'ai vu d'autres aussi campagnes sur GameFound où on est... alors c'est les all-in, hein, mais bien sûr on n'est pas obligé de les prendre et idéalement il ne faudrait pas les prendre parce qu'on ne va jamais tout utiliser, mais on arrive dans les 400-500 $. Si on aime changer régulièrement de jeu comme nous, je crois qu'il faut qu'on évite ce type de folie et puis qu'on reste qu'on reste dans des plus petits achats, entre guillemets, on en achète déjà bien assez et on n'a pas besoin d'aller faire ces all-in à plusieurs centaines de francs, d'euros, de dollars. Donc voilà, moi en tout cas, je ne craquerai pas pour ce genre de gros pledge. C'est vrai que c'est le genre de réflexion que je me suis fait de plus en plus. J'en ai parlé hier avec Benji. C'est vrai que moi, je suis en train de me rendre compte que moi, j'aime bien ces gros jeux experts, mais c'est pas mon style de jeu préféré. C'est pas celui que je vais le plus facilement sortir. Je pense que moi, je me trouve vraiment dans un milieu qui aime les jeux initiés. Puis tu vas voir des fois un peu plus, mais tu as des jeux que je peux expliquer en 10 minutes. Moi, j'aime pas passer 30 minutes à expliquer un jeu, ça m'intéresse pas, puis je vois que les gens, ils perdent des bouts, puis c'est sûr qu'ils seront pas contents après une partie. Ils en auront besoin de 2-3. Donc, si tu t'investis dans ce genre de processus-là, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi, la majorité des gens autour de moi sont moins fans de jeux que moi, ben c'est normal. Mais donc, quand mes amis viennent ici, ils savent qu'ils vont jouer à des jeux de société, mais ils n'ont pas envie, ils préfèrent en faire 3-4, tu vois, différents, avec des mécaniques différentes, qui sont pas faciles, mais pas non plus des... Tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à valider des jeux comme On Mars ou des choses comme ça. Je sais que Benji va pas être content que je parle en mal de On Mars, mais j'ai pas détesté mon expérience, hein, je me suis pas fait chier toute la partie, mais c'est vrai que je me dis, ça, si j'ai ce jeu-là, il va prendre la poussière, puis je vais jamais le sortir, à part quand Benji vient, mais après ça, on a tellement d'autres jeux à tester avec Benji qu'on va jamais refaire un jeu qu'on a déjà, tu sais. Donc c'est vrai que moi, je commence à me dire, il faut que je me calme sur les gros jeux experts, quitte à ce que les gens puissent pas me prendre au sérieux parce que j'ai pas assez de jeux experts, parce qu'apparemment, c'est ça qu'on a besoin de plus en plus. Mais moi, je trouve que on joue à des jeux, pourquoi? Pour avoir des gens autour de la table qui sont pas nécessairement toujours des méga gamers. Puis c'est pour ça que je me dis, j'aime mieux le côté familial, plus initié, où il y a certains jeux experts que tu peux expliquer vite fait, puis qui sont juste difficiles à masteriser. Mais je préfère me dire, on prend un jeu initié, qui est facile à expliquer, mais qui est dur à maîtriser. Voilà, tout à fait. Moi, c'est pareil que toi. J'ai pas du tout l'occasion de réunir des joueurs experts toutes les semaines pour faire que des jeux de ce type-là. Il y a des chaînes, il y a des sources d'informations qui sont spécialisées dans les jeux experts. Moi, je pense qu'on peut leur laisser, on peut en jouer. Si on a envie de jouer à des jeux experts, on joue à des jeux experts, on parle de jeux experts. Mais il ne faut pas avoir honte de ne pas... C'est pas parce qu'on ne joue pas ou qu'on n'a pas de jeux experts qu'on ne peut pas être... qu'on ne peut pas se considérer comme joueur de jeux de société. Hein. Je pense que les jeux de société, ils sont pour tout le monde. Il y a beaucoup aussi de gens qui nous écoutent parce qu'on parle aussi de jeux plus accessibles, plus grand public.
Et voilà, jouons au jeu qu'on a envie de jouer avec les bonnes personnes de notre entourage. Et c'est vrai que je préfère quand même passer du temps à jouer plutôt que du temps à toujours devoir me replonger dans les règles. On le fait déjà beaucoup, même avec des plus petits jeux. Hein, quand on les ressort une fois tous les 6 mois, même s'il est facile, il faut quand même s'y replonger un peu. Mais au moins, si ça prend que 5 minutes et non pas une demi-journée, tant mieux. Mais c'est vrai que je ne dirais jamais non à tester un Lacerda si quelqu'un peut me l'expliquer correctement. Donc Benji, je sais que tu l'as dit, moi je suis là, donc faisons ça d'ici la fin de l'année, comme ça nous laisse ça nous laisse encore le temps de le faire. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais, toi on parle du début de l'année 2022, c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais beaucoup, surtout depuis le mini-sode de notre amie Amélie, donc Pika, qui avait justement parlé, je sais pas si tu te souviens, mais elle avait parlé de King of Tokyo dans son top 5, puis elle avait presque honte de le dire, tu sais, elle se sentait mal de dire, elle disait, mais moi j'ai mis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi je l'ai mis là, puis je me disais, mais on n'a pas besoin de se justifier dans ce milieu-ci, puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de faire attention de plus en plus. Lily en a parlé aussi la semaine dernière dans les recettes ludiques, quand elle faisait mention au fait qu'elle, quand elle se retrouve avec des joueurs experts, il y a personne qui la prend au sérieux. Bon, là, on est plus sur une question de genre, mais cette idée que, tu vois, dans les jeux experts, c'est Ben qui va les expliquer parce que lui, il connaît ça. Puis je trouve qu'il faut vraiment faire attention parce que pour moi, n'importe qui s'assoit autour de ma table, on va jouer un jeu. On va trouver quelque chose que tout le monde... si tout le monde me dit on sort un gros jeu expert, ça c'est autre chose. Mais si les gens n'ont pas envie de faire ça, on va faire autre chose. Moi, encore une fois, ce qui est important pour moi dans les jeux de société, c'est le mot société. C'est inclusif, c'est tout le monde on joue là-dedans. Je suis un peu peace and love en ce moment, mais faut vraiment faire attention à pas prendre certains gens de haut en se disant regarde, nous on fait des jeux experts ou des choses comme ça. Faut faire attention à ça parce que ça peut vite tourner à faire en sorte qu'il y a des gens dans cette communauté, des joueurs, qui sentent mais mon opinion n'est pas valable parce que j'ai pas joué à des gros jeux. Donc je pense que ça c'est quelque chose, je vais vraiment essayer de faire plus attention dans le futur. Pas que j'étais quelqu'un qui faisait ça beaucoup, mais je pense que c'est important d'inclure le plus de gens possible parce que c'est un hobby qui est très inclusif. On veut avoir le plus de gens autour de notre table. Non, c'est bien. Tout à l'heure, tu parlais de chiffres. Je pense qu'on peut donner aussi un chiffre lié au podcast, parce qu'on a un début d'année. Alors, c'est vrai qu'avec les mini-sodes aussi, on a un rythme plus soutenu, de 2 épisodes par semaine au lieu d'1. Et c'est vrai qu'on a un très, très, très bon début d'année avec... Alors, je peux te parler des chiffres, moi. Parce que moi, je les ai très mal tendu la perche, effectivement. Là, j'ai vu ça. Mais en fait, moi, depuis le début, je compte tous nos statistiques à la main, donc sur Excel, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, toutes ces choses-là, c'est que moi, je poste le podcast à chaque semaine sur YouTube et sur Aosha, qui diffuse sur toutes les Spotify ou autres. Donc, ça veut dire que moi, il faut que je prenne les sources depuis 2 places différentes. Et puis, sur Aosha, c'est très simple parce que ça va te dire le nombre total d'écoutes pour tout le podcast. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que YouTube mêle ces statistiques-là avec mes vidéos, bien sûr. Ils vont pas différencier, ça c'est un podcast, ça c'est un épisode. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne à chaque semaine, ok, il y a cette quantité d'écoute qui s'est rajoutée au total. C'est un petit, je sais pas, ça me prend 10 minutes peut-être à chaque semaine pour faire ça, mais c'est un petit processus que j'aime bien pour avoir vraiment une statistique exacte du nombre d'écoutes totales qu'on a eues. Et puis donc... je peux vous décortiquer ça. Donc, la première saison, pour le moment, on est à 16 000 écoutes. Donc, ça, c'est vraiment à travers toutes les plateformes différentes. Donc, 16 000 écoutes pour la première saison. C'était les 16 premiers épisodes. Pour la saison 2, on est à 10 000 écoutes. Donc, déjà, alors qu'on est à peu près un petit peu plus qu'à mi-chemin. Et puis, j'ai aussi calculé pour les mini-sodes, qui est un nouveau concept, donc qui vient d'arriver là, depuis la 2e saison. On est à 3700 écoutes pour les mini-sodes. C'est quelque chose que j'adore, franchement, c'est quelque chose que je suis très content qu'on ait commencé dans la 2e saison, d'avoir un peu l'opinion des gens qui ne sont pas des professionnels, encore une fois, des gens qui sont des joueurs, qui aiment juste jouer à des jeux de société. Oui, comme nous au final. Je sais qu'on aime bien faire genre qu'on est des professionnels, mais... Quand ça peut nous donner des badges presse à Cannes, là, on est des pros. Exact. Donc, tout ça, ça fait un grand total de 29 677 écoutes. Donc, ça veut dire que là, on enregistre ça jeudi matin. Il y a des chances que, quand vous allez écouter ce podcast-ci, on va être rendu à 30 000 écoutes, ce qui est incroyable. Donc, je vous fais un petit applaudissement. Voilà.
On pourrait aussi dire qu'on offre un pack de 10 nouveaux jeux au 30 millième, mais comme on sera incapable de savoir qui c'est, malheureusement, Ah ouais, on c'est va rien faire impossible, gagner. Mais en tout cas, voilà, nos applaudissements sont là pour vous tous. Écoute, C'est on cool. pourrait déjà se dire, bon, à vitesse qu'on va, il y a des bonnes chances que pendant la saison 2, ou peut-être à la fin de la saison 2, on soit proche des 50 000. On pourrait dire on fait un concours pour les 50 000 écoutes. Mais après, il faudra qu'on réfléchisse à ça. Mais je lance l'idée dans l'univers, puis on verra si ça l'aboutit à quelque part. On a des jeux non joués qu'on souhaiterait se débarrasser, on va pouvoir les faire gagner, c'est bien. Ouais, c'est clair. Ah, Par avant, contre, il faut payer les shipping parce que... Ouais, parce il faut pas déconner non plus. Hein. Avant, tu parlais des professionnels. Professionnels, bah, tu le sais, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Hein. Je suis en train de changer de travail progressivement. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais une agence. J'avais cofondé une agence de communication et marketing digital en Suisse à Vevey. Et là, bah, j'ai été engagé. Donc là, pour l'instant, je suis encore sur les deux travails. Je partage mon pourcentage, mais je rejoins le monde ludique professionnellement parlant, car je travaille déjà pour la société Swiss Game, qui est un distributeur de jeux, donc un gros distributeur en Suisse de jeux de société et de loisirs créatifs. Donc je vais m'occuper pour le groupe de tout ce qui est marketing communication. Dans le groupe, il y a également deux magasins, deux boutiques à Genève, et puis il y a également Hurricane Edition, donc une boîte d'édition de jeux qui édite entre autres les Mr. Jack via Magica, et pour Hurricane Edition, je vais reprendre les activités de l'édition, justement d'éditeur, donc un monde que je connais très peu, uniquement en théorie comme ça, donc je me réjouis vraiment de découvrir tout ça, et je suis vraiment content d'avoir ce nouveau travail dans ce monde voilà, qui nous passionne. Donc peut-être que l'année prochaine à Cannes, j'aurai 2 badges, j'aurai le badge presse et professionnel, va savoir. Puis la question que je pense que tout le monde ici se pose, c'est est-ce que tu as mis On joue-tu sur ton CV? Là, j'ai même pas eu besoin de transmettre mon CV, tu vois. Mais je pense que ce que je ferais, c'est que je mettrais l'autocollant On joue-tu sur mon ordinateur portable professionnel. Ah, ça c'est beau. Tu vois? Ça c'est beau. Ça sera pas mal. Donc toi, déjà, on l'a toujours un peu su que c'était toi le plus professionnel entre nous trois. Puis là, maintenant, ben, t'as vraiment la validation qui va avec. Ouais, et ce qui est affreux, et ça, il faut que vous en rendiez bien compte tous, c'est que mon bureau se trouve à l'étage de l'entrepôt de Swiss Game. C'est-à-dire que vous imaginez une sorte de halle Ikea, alors quand même plus petit, hein, mais qu'avec des jeux. Des cartons de jeux, et en fait, bah, vous savez que vous pouvez très bien prendre une de ces boîtes, aller voir votre collègue qui s'occupe de la facturation, puis lui dire, voilà, je veux prendre ce jeu, elle vous sort un petit terminal de paiement, vous lui présentez votre smartphone ou votre carte, et hop, vous montez dans votre bureau avec le jeu. Donc là, je me fais déjà violence pour ne pas trop céder à la tentation, mais comme j'avais commandé Everdale et que je ne l'avais toujours pas reçu, et bien là, je suis allé me servir à la source, mais je l'ai laissé sur mon bureau pour l'instant, parce que la boîte était trop grande pour que je la ramène tout de suite en train avec moi, puis je me suis dit, il n'y a pas urgence. Donc voilà, Everdale est sur mon bureau au travail, et je suis bien content d'avoir rejoint toute cette organisation pour faire plein de belles choses dans le futur, je l'espère. Donc maintenant, on va passer au 3e segment qui est notre top 5, parce que là, ça fait presque déjà 1 heure qu'on parle. Je pensais pas que ça allait être si long, mais on va attaquer le top 5. Ça fait plus d'1 heure, oui. On est en train de se transformer en Martin, là. Ouais, on devient Attention, Martin, on va taper les 3 heures bientôt. Donc pour le top 5, on s'était dit on veut mettre les top 5 jeux qu'on a découverts depuis le début de l'année. Ça veut pas nécessairement dire que c'est des nouveaux jeux, ils sont peut-être juste nouveaux pour nous. Je pense que c'est un top 5 qui va aller assez rapidement, parce qu'en plus je pense qu'on aura beaucoup de doublons. Forcément les jeux qu'on aura testés à Cannes. Je voulais juste commencer avec une mini mention honorable. Je sais qu'on fait pas ça d'habitude, mais c'est un jeu qui est pas... Toi, moi qui pensais inventer un nouveau concept, puis toi tu l'avais déjà. Non, mais toi t'en as non, qu'une, mais je moi voulais j'en ai juste 3. Alors, peut-être garde-les pour la fin, toi, alors, parce que peut-être que moi, je vais en parler dans mon top 5. Mais la mention honorable, c'était le prototype qu'on a testé
chez Sébastien Pochon parce qu'il n'y a pas de nom, puis il n'existe pas encore pour de vrai ce jeu-là, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5. Mais j'avais trouvé ça vraiment cool, le concept de un flip and write qui est coopératif. C'est la première fois de ma vie où je regardais ce que les autres Exact. faisaient. Ouais, c'est Donc on va vous tenir au courant le jour où on saura le nom de ce jeu-là. Il nous en dira peut-être un petit peu puissiez plus vous- dans 2 semaines. Oui. En tout cas, on lui posera la question. Ouais. Donc tu veux faire maintenant tes mentions honorables ou on les garde après? Écoute, je vais en sélectionner une. C'est Meeple Circus parce que c'est un jeu très familial qui était dans ma boîte mystère Matago à Cannes. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'une seule partie avec mes filles et mon épouse, mais franchement, on a beaucoup rigolé. Donc, c'est sur la thématique du cirque. C'est un jeu où on va devoir récupérer du matériel pour recréer des scènes de cirque, donc avec de l'équilibre. Il y a des musiques d'ambiance dans une application mobile. Vraiment, c'est un jeu très très sympa. Je me réjouis d'y rejouer. Voilà, on essaye d'empiler des trucs, ça tombe, ça marche pas, on s'énerve, on tape dans les mains, parce que si on tape dans les mains, chaque pause, on marque des points en plus. Voilà, il y a quelque chose de vraiment sympathique. Alors, ils ont sorti aussi Tiny Acrobats, qui est une sorte de suite à voir, qui a gommé certaines peut-être lourdeur de Meeple Circus, mais voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais très 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 sympa, un très bon jeu. Je n'ai quand même pas mis dans le top 5, mais voilà, une mention plus qu'honorable pour Meeple Circus. Ah, mais c'est cool parce qu'en plus, c'était un peu la boîte qui t'ont lancé dans le... que tu pensais que ça allait être un jeu Non, nul, donc alors c'est cool c'était si finalement, il plutôt, est pas si mal. c'était plutôt l'autre qui s'appelle Fabulantica, qui me semblait un petit peu... Alors là, c'est beaucoup plus jeune, mais c'est un jeu un peu de mémoire, mais qui est pas mal aussi avec mes filles. J'en ai fait plusieurs parties. Par contre, je n'ai pas encore testé Beyond the Sun, je l'avoue. Je tâcherai de le faire prochainement, je le promets. Mon numéro 5 à moi, c'est un jeu que j'ai découvert avec le professeur Board Game quand j'étais là. C'est drôle parce que moi, je disais souvent quand j'étais là à Noël, mais ça s'est avéré que c'était le 2 ou le 3 janvier, donc ça tombe en 2022. C'est le jeu qui s'appelle Newton. Donc, c'est un jeu pomme. aussi assez... ouais, avec la pomme, qui est pas récent, je pense. Ça doit être déjà 2-3 ans, je pense, qui est sorti ce jeu-là. Très vieux jeu. C'est un jeu... c'est un vieux jeu arriéré avec de la poussière dessus. Donc, c'est un jeu un peu de placement d'ouvriers où on va avoir des différentes places pour faire des points, bien sûr, de différentes façons. C'est un jeu qu'on a joué à 2, qui tournait très bien à 2, puis que j'ai depuis sur ma wishlist. Il faudrait que je vois si j'arrive à le retrouver ailleurs, mais c'est un autre de ces jeux comme, comment il s'appelle, Grand Austria Hotel, que j'avais testé avec lui, puis que j'arrive plus à trouver, quoi. Donc, ils sont sur ma wishlist. Si vous êtes en Suisse, puis que vous vendez soit Newton ou Grand Austria Hotel, faites-moi signe. Alors je vois que pour Newton, il y a une édition 2022 là, qui est annoncée, qui est peut-être sortie, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vue, mais qui inclut directement l'extension, parce que ce jeu a une extension, donc à voir. Alors oui, peut-être qu'ils ont encore retravaillé certains éléments, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, sur peut-être qu'il est dans tes bureaux même. Sur MyLudo, je vois Newton édition 2022. Ça dépend chez qui Criano Création. Je ne sais pas qui distribue ça en Suisse. Je t'avoue que je ne suis pas certain qu'il soit chez Suisse Game, malheureusement. Ton numéro 5. Mon numéro 5, alors moi c'est vrai que mon top 5 il est très Cannes malheureusement, mais je ne pouvais pas trop faire autrement. Je l'ai mis en 5e, mais j'aurais pu le mettre plus haut, c'est Cascadia. Cascadia, je l'ai mis en 5e parce qu'on en a fait une partie, tu me diras c'est pas le seul, mais j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est un fort potentiel de jeu que je vais pouvoir ressortir souvent avec mes joueurs, les joueurs habituels. Voilà, notre partie A2 fut fun, où on a dû se départager, on a fini à égalité, on a dû regarder dans les règles comment on pouvait se départager là, donc c'était très serré. Pose de tuiles, combinaison sur la thématique nature, animaux, donc voilà, on se tire pas dessus, on n'est pas dans le futur. Un joli matériel, j'ai beaucoup aimé Cascadia et je pense que je vais l'acheter. Il est chez Lucky Duck et puis l'auteur est Randy Flynn, voilà. Ouais, c'est ça, un que j'ai fait mettre de côté chez les 400 coups, donc il y a des bonnes chances que je vais l'acheter bientôt, puis il y a peut-être des bonnes chances que je vais en reparler dans pas long. Ah bah voilà.
Mon numéro 4 à moi, c'est un jeu qu'on a joué ensemble, mais pas à Cannes. C'est un jeu qui s'appelle Dungeon Scrawlers. Oui. Donc c'est dans l'univers de Donjons et On Dragons. a bien rigolé. C'est un jeu que j'ai acheté au Canada quand je suis allé cet été, et puis que j'ai pas joué avant de l'avoir ramené en Suisse. Puis c'est vraiment un jeu super simple. Encore une fois, quand je disais que j'aime bien les jeux simples qui sont faciles à expliquer, alors celui-ci, c'est qu'on fait une course de marqueurs donc dans un donjon, donc c'est un genre de labyrinthe, et puis c'est le premier qui arrive au bout. Après, il va devoir colorer tout le monstre, donc avec son marqueur, de tout le remplir de couleurs. Et une fois que ça c'est fait, il va dire stop, et puis tout le monde, peu importe où ils sont dans le donjon, ils arrêtent, et on va compter nos points de victoire, parce qu'il y a différentes façons de faire des points. Tu sais, peut-être que des fois, il faut encercler un trésor, des choses comme ça. C'est super simple, et puis dans le jeu de base, il y a 10 cartes différentes que j'ai pas du tout toutes eu le temps de tester. Donc c'est un des rares jeux que j'avais parlé justement quand j'en avais parlé dans le podcast, que je me dis je pourrais jouer avec des enfants. J'ai pas beaucoup de jeux pour enfants, mais je pense que celui-là, exemple, toi avec tes filles, ça marcherait du tonnerre. Exactement, oui, on avait bien rigolé. Il fallait aller le plus vite possible en crayonnant. Là, c'était vraiment très sympa. Ça me fait un peu penser au jeu Ghost Adventure que j'ai, mais c'est un jeu de toupie aussi sur des plateaux. Puis c'est un peu ça oui, aussi. On doit passer sur des chemins pour aller avant que la toupie tombe et puis se passer un peu la toupie. Donc c'est plus coopératif par contre que le tien. Mais il y a ce côté vitesse, passer, mais c'est quand même un petit peu plus simple avec le stylo qu'avec la toupie. Hein, mais voilà, c'est vrai qu'on avait bien rigolé avec Benji. Ça changeait des jeux qu'on faisait habituellement et tu avais bien fait de nous faire tester ça parce qu'on a eu du plaisir. Ouais. Ton numéro 4 ? Mon numéro 4, alors c'est Living Forest. Oui, je sais, tu n'as pas aimé ton expérience à 2, mais je te promets qu'à 4, c'est tout autre chose, même à 3. J'y joue beaucoup sur BGA ces temps. Donc voilà, jeu de Aske Christiansen qui a reçu le prix du jeu l'As d'or du jeu initié. Donc voilà, ce mélange de deck building, de stop ou encore, de placement de tuiles, de nouveau dans un milieu naturel, mais cette fois-ci fantastique. Alors c'est vrai que ce jeu n'invente rien, si on veut bien, au niveau des mécaniques. Par contre, il combine à merveille des concepts déjà existants. Donc voilà, j'aime beaucoup. 3 façons aussi de gagner des parties souvent tendues. Ça a bien marché avec les différents groupes de joueurs que j'ai sortis. Également avec ma fille de 10 ans. Donc voilà, moi j'aime ce jeu. Je suis pas forcément un adepte des extensions, mais je pense que ce jeu a un bon potentiel de rajouter un petit quelque chose et j'espère qu'ils le feront pour prolonger sa durée de vie parce que je le sors très facilement. Ton numéro 3. Mon numéro 3 à moi, c'est Bitoku. Donc aussi, encore une fois, un jeu qui est passé dans cette même soirée que j'ai testé en même temps que Newton. Donc aussi début janvier. Donc Bitoku, j'en ai fait 2 parties maintenant. J'ai fait une vidéo, une des plus longues vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc pour l'expliquer, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et puis c'est un que j'aimerais vraiment pouvoir trouver des personnes qui aimeraient faire 2-3 parties. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir le... Déjà, comme on en a parlé la semaine dernière avec les recettes ludiques, c'est un jeu qui apparemment est beaucoup mieux à 4 qu'à 2, alors que moi j'ai fait que 2 parties à 2, puis même à 2 j'ai trouvé que le jeu il tournait bien, donc j'aimerais bien le voir à 4 ce que ça donne. Puis je suis sûr que ça c'est un jeu que tu pourrais peut-être aimer, David. Donc aussi, aucun doute, ouais. Aussi un jeu que je pense qu'on pourra faire une fois qu'on a fini le dilemme du roi. Bitoku, mon numéro 3. Super. Bah moi je pense que on va le retrouver plus tard chez toi, parce que j'ai mis Mille Fiori en 3. Voilà. De Rainer Knizia. On vous en a déjà parlé en long, large, en travers. Sans doute que certains d'entre vous y ont joué ou l'avez acheté. Donc on a refait une partie ensemble, on l'a dit tout à l'heure avec Hugo et Benji après le dilemme du roi à 4. Ça a très bien tourné. Je crois bien que j'ai fini dernier cette fois-ci, tiens. Mais oui. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Je me réjouis aussi de l'avoir pour le faire découvrir à d'autres joueurs. Mille Fiori en 3 chez moi. Ton numéro 2. Numéro 2, alors moi j'ai Cascadia en 2. C'est vraiment un jeu... Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un déclic comme ça pour un jeu de pose de tuiles. Je pense que ça a été ça un peu mon highlight de Cannes. C'est les jeux de pose de tuiles, comme tu le découvriras avec mon numéro 1. Ah oui.
Donc, ton numéro 2? Alors, mon numéro 2, c'est Gutenberg, hein, qu'on a aussi testé là-bas. Et moi, je l'ai mis en 2 parce que là, la thématique est très, très bien représentée. Ça m'a tout de suite fait penser à viticulture. Voilà, tout est logique. On commence par prendre des commandes, ensuite on va devoir imprimer, et pour pouvoir les imprimer, il faut avoir les bonnes lettres, il faut avoir, si on veut des points en plus, l'encre de la bonne couleur, on peut rajouter toute une série de choses, on peut améliorer aussi une mécanique avec des roues qui nous donnent des bonus, et puis par contre à un viticulture où on n'est que dans du placement d'ouvriers, là on a des enchères cachées pour pouvoir essayer d'avoir une priorité de prise sur nos adversaires, donc une très belle partie à 2, et celui-là aussi je me réjouis de le tester à plus, histoire que cette partie enchère soit peut-être un petit peu plus tendue qu'à 2, même si le plateau est différent, hein, il y aura plus d'éléments aussi, donc plus de choix. Mais voilà, si on aime viticulture, je pense qu'on aimera Gutenberg, et le matériel aussi est top. Et ça n'était pas... Au début, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est une édition de luxe parce qu'il y a les lettres en bois, etc., comme des lettres d'imprimerie à l'ancienne. Et non, c'est bien pour toutes les éditions. Alors, je vais nommer les auteurs aussi. Alors, pas facile, hein. Katarzyna Ciok et Wojciech Wisniewski. Donc, à part Rainer Knizia, tous les autres, c'est un peu des premiers jeux, ou presque, hein, Link Forest aussi, donc vraiment des très beaux premiers jeux pour beaucoup de ces jeunes auteurs, entre guillemets. Moi, Gutenberg, j'hésitais à le mettre en 5, mais je me dis, vu que j'étais sûr que tu allais en parler, j'ai dit, je vais prendre plutôt Newton. Mais oui, un excellent jeu que j'ai hâte. Il y a Atalia qui m'envoie en ce moment une boîte par l'intermédiaire de toi. Oui, alors donc je vais pouvoir en faire une vidéo. Trouver. Exactement. Ouais. Bon, mon numéro 1, aucune surprise, je pense, c'est Mille Fiori. C'est vraiment mon jeu préféré depuis le début de cette année. Comme je disais, ça rentre exactement dans mon sweet spot de tu l'expliques en 10 minutes. Si tu l'expliques comme il faut en 10 minutes, tout le monde a compris. Et puis une partie, ça peut max durer 1 heure, pas plus, même si tu joues à 4. Et puis il y a tellement de rebondissements, il n'y a jamais un moment où tu dis mais c'est clairement cette personne-là qui va gagner, même si on fait des fois 50 points par tour, comme la dernière partie, on a fini à 2 points de différence, alors qu'on était à 217 points, 215, 213. Bon, toi t'étais à genre 150, mais... Oui, là moi j'ai senti assez vite que j'allais pas remonter, ça jouait pas comme ça. Donc ouais, non, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques en ligne qui disaient qu'à 2, c'est un peu moins intéressant parce que t'as beaucoup trop de place sur le plateau. Puis c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça quand j'ai fait une partie avec Nadia, mais c'est un jeu que j'adore. Puis j'ai aucun problème à y jouer toujours à 4, ça me convient. Ton numéro 1 alors, David? Mon numéro 1, qu'est-ce que tu crois? On l'a fait à Cannes, hein. Je t'ai mis une belle secouée. Tu vas peut-être être étonné que je l'ai mis en 1, mais... Un deck building. Oui, je vois. C'est Vallée des Marchands. La Vallée des Marchands, exactement. Je l'ai mis en 1 parce que c'est vraiment celui que j'ai vraiment envie de rejouer là, maintenant, tout de suite. Parce que je pense qu'on a fait une partie un peu découverte, où on a été assez sage. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il a très très bien tourné, même à 2 joueurs. Beaucoup d'interactions, ce qui peut être assez rare aussi dans les deck building, où des fois on fait un peu notre deck de notre côté. Là, voilà, beaucoup d'interactions. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce jeu, il y a 3 stand-alone plus une extension, et tous ces stand-alone, c'est 4 peuples d'animaux qui ont tous des compétences différentes, et tous ces peuples, en fait, peuvent être mixés les uns contre les autres. Donc voilà, le concept est fun. J'adore le deck building, et c'est vrai que celui-ci m'intéresse beaucoup. En plus, les cartes, c'était joli. On est dans quelque chose, voilà, de nouveau avec des animaux. Donc je pense qu'il peut avoir une belle durée de vie par chez moi. Donc de Sami Laxo chez Bragellon ou Bragellon Games. Voilà. Ouais, ça, c'en est un qui, moi, j'ai pas autant aimé ma partie que toi. C'est peut-être aussi parce que je me suis fait malmener. Mais je pense que j'aime tellement l'idée derrière ce jeu, cette idée qu'on peut mix-matcher, tout ça. J'adore ça. Le visuel m'a pas du tout accroché. Même si, oui, il y a des animaux, puis souvent ça m'attire. Mais il faudrait vraiment que, si tu l'achètes, franchement, il faudrait que tu l'amènes une fois, puis qu'on refasse une partie. Comme ça, je peux vraiment me faire une idée. Mais pour le moment, c'est pas vendu d'avance avec moi.
Donc, c'est pas gagné d'avance, pardon. Mais je pense donc, que voilà. je pense qu'à 3 ou 4, ça peut être aussi vraiment sympa parce Peut-être, qu'on ouais. tapera pas toujours sur le même. Hein. Sur la même personne. On ouais. piquera pas toujours les cartes. Ben, je vais en profiter pour lancer la question de la semaine qui est quelle est votre découverte ludique de ce premier trimestre 2022? Donc écrivez-nous ça bien sûr, soit dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook ou à jouton@gmail.com. Avant qu'on se quitte, je sais que ça va être de loin un de nos épisodes le plus long, mais est-ce oui, que c'est je fou, te laisse quand même 2 secondes pour parler d'un jeu qui te fait de l'œil? Un jeu qui me fait de l'œil, oui. Alors j'ai noté Etheria. Ok, Etheria, je connais il était présent à Cannes, je l'ai vu sur une table, on s'y est pas arrêté, après j'ai un peu oublié, c'est un jeu qui peut te faire penser à Skijo, dans sa façon Ah. dont il est installé sur la table, parce que c'est des arrangements de cartes de 4 par carte, 4 par 4 cartes, voilà, dans un monde médiéval fantastique, alors peut-être pas super original, mais des cartes beaucoup mieux illustré que le Skijo, tu me diras que c'est pas bien compliqué. Le concept, comme au Skijo, on pioche une carte qui va en remplacer une autre. Par contre, là, le but, c'est pas du tout lié à des chiffres, c'est lié à l'harmonisation en fait, de notre royaume par rapport aux créatures et aux paysages qu'on va y mettre. Donc tu penses bien que par exemple, si tu as un elfe, l'elfe il voudra pas être à côté d'un nain, j'ai dit n'importe quoi. Il ne pourra pas vivre à côté de lui. Donc si tu les mets les uns à côté des autres, ça va te faire des points négatifs. Par contre, tu as des légendes à écrire, c'est-à-dire qu'il y a certains objectifs à réaliser qui sera peut-être de mettre un nain à côté d'un troll qui peut t'amener des points négatifs mais qui va te faire marquer des points positifs pour des légendes écrites. Donc il y a tout un concept plutôt fun, mettre voilà par exemple les humains à côté de forêts, donc il va falloir mixer un peu entre toutes ces cartes, et ce qui est vraiment top parce que c'est un assez petit jeu au niveau de la boîte, mais il faut savoir que dans la boîte déjà il y a 3 modes de jeu, il y a compétitif, coopératif et solo, et l'auteur rajoute des modes de jeu encore gratuits sur le site internet. Il y a déjà 2 modes que sont invasion et confrontation, avec des mises en place différentes. Il y a un mode, je crois que c'est invasion, où on est tous sur le même terrain de cartes, on joue sur le même, alors que dans la version de base, on joue chacun chez soi comme au Skijo. Donc voilà, j'ai entendu aussi de très bonnes choses sur ce jeu qui est en train de sortir. Donc de François Bachelard, qui était l'auteur de La Petite Mort, pour ceux qui connaissent, édité chez Nostromo Édition. Donc un jeu que je me réjouis d'avoir, parce que je pense qu'il va finir par chez moi ces prochaines semaines ou mois. Il n'y a pas d'urgence, mais il m'a l'air très très sympa. Alors moi, mon jeu qui me fait de l'œil, je fais mon David parce que j'en ai 2. En fait, j'ai regardé récemment sur la chaîne de Dice Tower, qui est un peu une des plus grosses chaînes américaines, et eux, ils font souvent des top 10, et là, ils ont fait le top 10 des jeux de Trey Parker. Pour ceux qui connaissent South Park, c'est le créateur de South Park, qui est un gros geek de jeux, il adore les jeux depuis tout jeune, il faisait du Donjons et Dragons et tout, et il a fait son top 10 jeux, et puis en fait, les 2 jeux qui étaient en première et deuxième position, c'est 2 jeux qui m'ont hyper attiré. Le premier que je vais vite en parler parce que je sais que celui-là, la majorité des gens le connaissent déjà, c'est Subterra. C'est un jeu qui m'a toujours attiré par son visuel, mais là, quand il en a parlé en plus, j'ai dit, ben ça c'est sûr, je l'ai déjà mis de côté d'ailleurs à ma boutique de jeux. Parce qu'en plus, c'est un jeu que tu peux jouer dans le noir. Ouais. Et puis ça, j'adore l'idée de pouvoir jouer avec des blacklights. Apparemment, il y en a une qui vient dans la boîte, mais si tout le monde a sa petite blacklight, donc tu mets la musique d'ambiance, tu joues dans le noir, et puis ça doit vraiment être cool au niveau de l'immersion. Donc ça, c'en est un que je vous le dis déjà, je vais l'acheter. Okay, et puis le deuxième... je me réjouis d'avoir tes retours. C'est vrai que ce côté jouer dans le noir, moi je l'ai vu un peu comme un concept marketing, mais finalement les gens achètent un peu pour ça, mais ne le font pas. Donc je serais curieux de savoir si tu vas le faire et si ça apporte quelque chose. Et puis le deuxième, donc celui que je voulais vraiment vous parler, et puis la raison pourquoi je voulais en parler, c'est que je veux un peu lancer le message dans l'univers que si quelqu'un veut le commander depuis les États-Unis et puis me l'amener, je serais très content parce que c'est un jeu qui se trouve pas ici, c'est son numéro 1 jeu ever, c'est un jeu qui s'appelle Summit. Donc il y a eu plusieurs jeux qui ont eu ce nom-là, donc c'est un qui s'appelle Summit The Board Game qui est sorti assez récemment. Donc je vous explique le principe puis je vous explique pourquoi je trouve que ça a l'air cool. C'est un jeu où il faut monter en haut d'une montagne et redescendre et puis d'être encore en vie, c'est tout. C'est un jeu qui est coopératif, qui peut être compétitif, mais il disait que c'est super stupide le mode compétitif, puis il aurait préféré que ça soit que coopératif. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est un genre de
placement de tuiles parce qu'on va placer les sections de la montagne pour pouvoir monter. Il y aura des éléments qui vont faire que notre montée va être difficile, facile ou autre. La raison pourquoi ça a l'air super intéressant ce jeu-là, c'est que la grosse décision de la partie, en fait, on l'a fait avant de jouer. À place d'attendre à la fin et de dire est-ce qu'on fait plutôt ceci ou cela, c'est en tout début de partie, il faut se dire combien de nourriture on prend, combien d'oxygène on prend pour notre montée et notre ascension. Et puis, plus on va prendre des choses, plus notre montée va être difficile parce qu'on aura plus de poids sur le dos et tout. Et puis, donc, il racontait des histoires il y a des moments où à la fin, il restait que 2 personnes en haut de la montagne, puis il y en a un qui a dit à l'autre, non mais écoute, toi prends la nourriture, je te la donne, puis toi si t'arrives, sauve-toi, toi tu peux arriver en bas de la montagne, puis là l'autre personne, tu fais, non, à 2 on arrive ensemble, un peu d'avoir ce côté, vraiment comme si ta vie en dépendait. Bref, quand il a parlé de ce jeu-là, je me suis dit, ça, automatiquement, je l'ai mis dans ma wishlist. Donc, Summit the Board Game, un jeu où il faut prendre une grosse décision avant même que la partie commence. Je trouvais que c'était un principe vraiment intéressant. Ouais, sur la thématique un peu de l'ascension comme ça de montagne, il y a K2 qui est sympa, que j'ai joué que sur BGA, mais qui est un jeu plutôt cool, mais par contre qui est compétitif, celui-là. Et c'est vrai que oui, alors je le connaissais pas du tout, ça m'a l'air sympathique, donc voilà, peut-être qu'un jour. Donc si exemple il y a quelqu'un qui achète souvent des jeux aux États-Unis, peut-être qui est dans notre Discord qui s'appelle peut-être Vanny, si c'est ton prochain achat, moi j'embarque avec toi si tu veux. Donc c'est tout pour nous cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec un autre épisode de On joue tu.